Allô, bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre « Les nationalismes et l'autonomie du Canada » ou « Le Canada entre 1896 et 1945 ». Dans cette mini-récup, on va parler du mouvement syndical, plus précisément de la classe ouvrière, des revendications ouvrières, des grèves, des associations américaines, de la position du clergé face au syndicalisme, des lois sur les conditions de travail, du milieu agricole et du coopératisme. On va commencer avec une question. Quelle classe sociale apparaît avec l'industrialisation? A. La classe fermière. B. La classe marchande. C. La classe ouvrière. C. La classe ouvrière. Donc, la classe sociale qui apparaît avec l'industrialisation, c'est la classe ouvrière. La classe ouvrière est formée des ouvriers et des ouvrières, mais majoritairement, ce sont des ouvriers à ce moment-là. Donc, ce sont eux qui vont faire fonctionner les entreprises. Comme ce sont beaucoup d'ouvriers, ça va permettre de produire beaucoup, donc il va quand même avoir une grande production. Les ouvriers, ils ont de mauvaises conditions de travail et ils vont revendiquer aussi de meilleures conditions de travail. Donc, quand on parle de revendiquer, on veut dire comme demander de meilleures conditions de travail. Comment ils vont faire ça? Eh bien, ils vont faire ça à l'aide des syndicats. C'est quoi le but des syndicats? C'est de représenter les travailleurs, représenter les ouvriers pour améliorer leurs conditions de travail. Puis lorsque ces conditions-là sont améliorées, bien de les conserver à cet état-là. Et pour obtenir des meilleures conditions, bien, les ouvriers, avec l'aide des syndicats, vont faire des revendications qu'on va voir là, dans quelques instants. Avant ça, juste préciser que là, tout ça, ça a commencé dès la première phase industrielle, mais dans cette mini-récup, on va se concentrer sur la deuxième phase industrielle. Donc, on vient de dire que les ouvriers et ouvrières avec les syndicats vont faire des revendications. Quelles sont ces revendications? Il va y avoir, par exemple, la demande d'augmenter les salaires, la demande de diminuer les heures de travail, parce qu'à ce moment-là, les semaines de travail sont de 60, 70 heures environ. Donc, ça fait des très grosses semaines. Ils vont revendiquer aussi des installations plus sécuritaires, donc une augmentation de la sécurité dans les usines, parce que les installations ne sont pas très sécuritaires et il y a beaucoup de gens qui se blessent. Et à cette époque-là, lorsque les travailleurs, les travailleuses se blessent, eh bien, ils peuvent plus travailler pour un certain temps selon la blessure, puis ils reçoivent pas de compensation financière. Ça fait que c'est quand même difficile pour les familles d'arriver lorsqu'ils n'ont plus d'emploi. Et de manière générale, les employeurs, les patrons sont pas très ouverts à la négociation parce qu'ils ont peur que d'augmenter les salaires et de baisser les heures de travail, ça diminue les profits de leur entreprise. Et là, qu'est-ce que les ouvriers et les ouvrières vont faire pour faire entendre leurs revendications? Donc, je t'envoie une petite question pour ça. Que font les ouvriers et les ouvrières pour que leurs revendications soient écoutées par les entrepreneurs? A. Ils font la grève. B. Ils font plus d'heures de travail. C. Ils poursuivent leur patron en justice. A. Ils font la grève. Donc, ce que les ouvriers et les ouvrières vont faire pour augmenter leur pouvoir de négociation, c'est de manifester et de faire la grève. Manifester, c'est que plusieurs personnes se rassemblent pour faire entendre leurs revendications. La grève, c'est le fait d'arrêter de travailler. Donc, si tu arrêtes d'aller travailler, si tout le monde arrête d'aller travailler dans la même entreprise, ben il n'y a plus de production, il n'y a plus de profit qui se fait. Donc, le patron, ben il va probablement écouter plus les revendications à ce moment-là. Sauf qu'il y a plusieurs employeurs qui engagent des briseurs de grève. C'est quoi des briseurs de grève? Ce sont des employés qui sont employés pour remplacer les grévistes. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la production recommence et l'industrie continue à faire de l'argent. Il y a d'autres problèmes également avec les manifestations, les grèves à ce moment-là, c'est que ce sont des actions qui sont considérées comme illégales au début des années 1900. Ça va faire que la police et l'armée vont réprimer ces différents mouvements-là. On va se pencher un peu plus sur les syndicats et sur comment ils sont organisés. D'abord, il faut garder en tête que les syndicats ne sont pas reconnus par la loi, donc ils sont illégaux. Fait que si tu n'es pas reconnu par la loi, ben tu peux pas être protégé par la loi.
Dans le même sens, donc, les syndicats sont pas reconnus par la loi, sont pas pris au sérieux non plus, un peu en raison de ça, puis leur pouvoir est plutôt faible. Fait que là, il va falloir qu'ils trouvent des solutions pour augmenter leur impact dans la société, puis pour augmenter le rôle qu'ils ont envers les ouvriers et les ouvrières, pour améliorer leurs conditions de travail. Vrai ou faux? Les grandes organisations ouvrières permettent à plusieurs syndicats de se regrouper. Vrai ou faux? Vrai. Donc, les grandes organisations ouvrières vont permettre à plusieurs syndicats de se regrouper. Donc là, quand on parle de ils, c'est les syndicats vont décider de se regrouper, de rejoindre des organisations ouvrières américaines. Je vais t'expliquer un peu ce que c'est et c'est quoi les impacts. Donc, pour te l'imager, imagine un point, c'est un syndicat, eh bien une association ou une organisation ouvrière, ça regroupe plusieurs syndicats. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que leurs actions vont pouvoir être déployées à plus grande échelle et juste avoir un plus grand impact. Donc, c'est pour ça qu'ils vont s'associer. Et là, j'ai dit des associations, des organisations américaines, mais sache que les syndicats canadiens vont tout de même se lier à ces organisations, même si elles sont américaines. Quelle est la position du clergé face à ces syndicats américains? Eh bien, d'abord, on doit dire que le rôle des syndicats, c'est un rôle social, puisque le but, c'est d'améliorer les conditions de travail des ouvriers et des ouvrières. Et l'Église a peur, craint un peu de perdre son influence sociale au Québec. Elle craint aussi que ces syndicats américains-là aient un impact négatif sur son influence, puis surtout que des syndicats laïcs, donc qui sont pas religieux, changent l'ordre établi dans la société. Donc, que la société change. L'Église a peur de ça, a peur que les syndicats amènent ce changement-là. Et là, qu'est-ce que ça va avoir comme impact concrètement? Eh bien, ça va faire en sorte que l'Église va s'investir de plus en plus dans la société, donc pour s'assurer de garder sa place du côté social. On va parler, dans ce cas-là, de l'action sociale de l'Église. Ça va transparaître dans la charité, la solidarité. Donc, c'est toutes des actions que l'Église va faire pour diminuer les inégalités dans la population. Pour freiner la montée en popularité des syndicats américains, le clergé va agir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer les syndicats catholiques. Ce sont des syndicats catholiques et francophones qui se situent au Québec. Donc, le clergé va s'assurer que les décisions soient conformes aux valeurs de l'Église. Le but, dans le fond, pour le clergé, c'est d'encadrer ce qui se passe, les activités qui se passent dans les syndicats. Et en 1921, il va y avoir un regroupement de syndicats catholiques, un peu comme les regroupements, les associations américaines. Et ça va s'appeler la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. À force de travailler, les syndicats vont faire adopter différentes lois pour améliorer les conditions de travail. Par exemple, une loi qui réglemente l'âge minimum pour travailler ou une loi qui réglemente les heures de travail. Donc, ce sont des exemples de différentes lois qui vont faire adopter au fil des années. En bref, donc là, ce qu'on vient voir par rapport aux syndicats, eh bien, c'est que les ouvriers et les ouvrières veulent de meilleures conditions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se regrouper dans des syndicats. Les syndicats vont aider à revendiquer de meilleures conditions de travail. Et pour avoir encore plus d'impact, les différents syndicats vont se regrouper. Donc, on va parler d'association. Mais là, le clergé n'est pas d'accord, donc il a peur un peu de l'augmentation de ces syndicats-là au Québec. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va créer les syndicats catholiques. Vrai ou faux? L'industrialisation ne touche pas le milieu rural. C'est faux. L'industrialisation touche aussi le milieu rural. Donc,
les agriculteurs aussi veulent de meilleures conditions. Donc, on vient de parler du syndicalisme. Eh bien, le syndicalisme va se répandre un peu dans le milieu rural. Là, ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des agriculteurs. Donc, eux aussi veulent de meilleures conditions de travail. Sauf que, contrairement aux usines, aux industries en ville, ben eux, ça passe par la modernisation des équipements agricoles. Et en plus, ils doivent faire face, les agriculteurs doivent faire face à la concurrence américaine. Donc, pour ça, ben, il faudrait qu'ils augmentent leur production. Pour augmenter leur production, ben, faut moderniser les équipements, faut mécaniser les équipements. Et ça, ben, ça coûte quand même de l'argent. Mais les banques, à ce moment-là, ils ne prêtent pas d'argent aux agriculteurs. Alors là, les différents agriculteurs doivent trouver des solutions. L'une des solutions, eh bien, ça va être que les différents agriculteurs et agricultrices se regroupent ensemble. C'est donc là que va commencer le coopératisme. Le coopératisme, c'est un mouvement social et économique qui met de l'avant la collaboration, le partage des ressources, donc autant financières que matérielles, et la répartition des profits entre les différents membres. Par exemple, il y a 4 agriculteurs. Les 4 ont besoin d'un tracteur. Fait que là, les 4 se disent « Je pourrais m'en acheter un, je pourrais m'en acheter un, je pourrais m'en acheter un, je pourrais m'en acheter un. » Tu sais, c'est beaucoup d'argent. Fait que là, à la place que chacun s'en achète un, mais les 4 vont se parler, ils vont faire « Ben, on pourrait s'acheter un tracteur à 4, puis on se le partage, on se le prête selon nos besoins. » Fait que c'est ça le grand principe du coopératisme. On va enchaîner avec une question. Qu'est-ce qu'une coopérative? A. Un groupe de travailleurs qui donne leur revenu à un entrepreneur privé. B. Un groupe de travailleurs qui partagent entre eux les ressources. C. Un groupe de travailleurs qui cultivent ensemble une même terre agricole. C'est un groupe de travailleurs qui partagent entre eux leurs ressources, un peu comme je viens de l'expliquer avec l'exemple du tracteur. Donc, une coopérative, c'est un groupe de travailleurs qui vont partager différentes ressources. Une coopérative, on le voit dans son nom, ça se base sur le coopératisme. Donc, c'est vraiment un esprit de partager différentes ressources. Et là, une coopérative, c'est vraiment une organisation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est organisé. Dans ce cas-ci, on parle d'une coopérative agricole. Donc, c'est différentes personnes qui travaillent en agriculture qui vont partager des ressources, par exemple ici le tracteur, et par la suite, avec leur production, vont se séparer les surplus financiers de leur production. Les coopératives, oui, là, on a parlé d'une coopérative agricole, mais le principe de coopératisme va amener différentes coopératives à ouvrir. Par exemple, la coopérative financière des jardins, que tu connais peut-être. Donc, dans le domaine financier, mais dans différents autres domaines aussi, ça va se développer. L'Église est en faveur du mouvement des coopératives un peu partout au Québec, puisque l'Église prône le travail de la terre et la vie en milieu rural. Le soutien de l'Église va permettre le développement donc de plusieurs coopératives agricoles à travers la province de Québec. En 1924, il va y avoir la création de l'Union catholique des cultivateurs, donc de plusieurs coopératives qui vont se regrouper. Ça existe encore aujourd'hui sous le nom de l'Union des producteurs agricoles, donc de l'UPA. Le rôle de l'Union catholique des cultivateurs, c'est de défendre les intérêts des cultivateurs. Le coopératisme va vraiment aider l'industrialisation des campagnes à cette époque. Donc, dans cette mini-récup, on a vu que les réalités des villes et des campagnes est différentes, mais que les travailleurs des villes ou les agriculteurs des campagnes, mais ce qu'ils veulent, c'est améliorer leurs conditions de travail. Du côté des villes, ça va passer par le syndicalisme, tandis que du côté des campagnes, ça va passer par le coopératisme. C'est ce qui met fin à la mini-récup sur le mouvement syndical entre 1896 et 1945. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos du module pour compléter ta révision.